Donc moi c'est Louis, j'ai passé 2 ans et demi dans une start-up à San Francisco et je suis revenu en France pour monter Hyperstack, une agence d'automatisation et d'IA. Il y a quelques semaines, il y a 2 jeunes qui sont venus me voir en me demandant s'ils pouvaient tourner un documentaire sur nous. Je leur ai dit qu'on n'avait pas levé 10 millions, que ça ne servait à rien, on n'était pas en hyper-croissance et ils m'ont dit c'est exactement pour ça qu'on veut filmer Hyperstack, comprendre la vraie vie de l'entrepreneuriat. Durant ces 6 prochains mois, vous allez donc voir toutes les galères que c'est de monter une boîte. Ce soir, c'est rapidité d'exécution. Mais c'est quand même chaud. Je pense que c'est chaud. Les hauts, les bas, il me reste 10 000 balles, comment je fais? Et bien plus pour comprendre ce que c'est la réalité derrière l'entrepreneuriat. Donc on est dans le meilleur quartier de Paris, dans le 14e, à côté de notre belle tour Montparnasse. Et c'est ici qu'on travaille du coup au Wojo, le coworking. Et on va aller vous présenter l'équipe. Je m'appelle Ilan Saint-Agathe. Je m'appelle Julien. Du coup, Axel Lecoq. Arthur, enchanté, du coup, 25 ans. Moi, du coup, c'est JB pour Jean-Baptiste. Bonjour à tous, moi c'est Kylian Rouvray, fondateur de Tiny, commercial chez Hyperstack. Est-ce que je pourrais décrire Louis en une phrase Oui, c'est vraiment un manager toxique. Lui, c'est quelqu'un de très ambitieux. J'ai rarement vu de gens aussi disciplinés que lui. Malgré son âge, je trouve que c'est quand même un super entrepreneur. Franchement, je le vois avec des clients, t'as envie de lui faire confiance. C'est un peu pour moi l'image de l'entrepreneur parce que tu sens qu'il est vraiment drivé par le fait de vouloir monter quelque chose. C'est vrai qu'il incarne bien la boîte. Ça amène tout de suite un niveau de qualité et tu te mets dans un mindset où tu dois amener un niveau de qualité de travail important. Une dynamique de ouf. C'est genre, tu sens que Hyperstack, ça bouge. Genre là, à la dernière réunion, on a parlé de peut-être que dans 6 mois, notre métier n'existe pas. Mais t'imagines, ça veut dire que nous, on vient de réussir à structurer la prod normalement, à tout faire, à faire juste des choses bien. Et lui, il te regarde et te dit, les gars, bientôt votre métier, il n'existe plus, on change tout. Okay. Donc moi, je m'appelle Louis, j'ai 28 ans. Je viens d'une très belle région qui s'appelle le Poitou-Charentes. J'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat. J'ai commencé à réparer des iPhones en seconde. Chose que j'ai continué tout le lycée. Donc tous les soirs, je sortais des cours, je réparais des iPhones, je réparais des Macs, je les revendais. J'avais appelé ça Toi Repair. J'avais des iPhones que je cassais, que je devais rembourser à des clients, j'avais des cartes de visite. Donc voilà, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. J'ai dû arrêter cette première expérience entrepreneuriale parce que j'avais commencé sans avoir 18 ans et du coup c'était totalement illégal. Donc désolé le fisc et les impôts. Ensuite je suis parti en école de commerce dans le Nord. La meilleure expérience que j'ai pu avoir en 4e année, c'était la junior entreprise. Et cette expérience a vraiment structuré la manière dont je travaille. Avant de monter ma boîte, j'ai vu qu'il y avait une boîte qui sortait de YC qui était sur Product Hunt qui s'appelait Action Desk. Et j'ai rejoint Action Desk à San Francisco en tant que Chief of Staff. Je voulais apprendre auprès d'un fondateur expérimenté. Jonathan, si tu me regardes, big up. Je me suis rendu compte quand j'étais aux États-Unis qu'il y avait énormément de boîtes qui étaient très mal data stackées. Donc quand je dis data stackées, c'est en gros qui ne pilotaient pas leur activité grâce à la donnée qu'elles généraient. Et c'est là que je me suis dit en fait, Hyperstack, ça doit être ça doit être une boîte qui accompagne les entreprises dans l'efficacité opérationnelle au sens large, avec 2 piliers, l'automatisation et le no-code en général, et la data, puisque ces 2 outils sont complémentaires. Et à ce moment-là, je me suis aussi tout de suite dit, tout le service qu'on fait rendu au client, on essaye de le productiser nous-mêmes en interne pour en créer ce qu'on appelle des micro-SaaS. À ce moment-là, moi, je vois qu'on fait beaucoup de revenus. Donc à la fin 2024, grosso modo, on avait pas mal de clients, des missions très différentes, data, automatisation, création d'applications, de code. Donc on avait déjà un peu tout le service qu'on a aujourd'hui chez Hyperstack, mais on n'avait pas encore créé la partie studio, ni passé à l'échelle globalement la boîte. Quand 2025 est arrivé, je me suis dit, ok, ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite. J'étais frustré du fait qu'on n'avait pas réussi à lancer aucun produit en studio. Je trouvais que le mode agence fonctionnait, mais qu'on allait vite atteindre un plafond de verre. Et du coup, j'ai essayé de développer un maximum cette année-là en partant du principe que tout allait bien se passer. Spoiler alert, tout ne s'est pas bien passé. On a commencé l'année plutôt bien, on a structuré l'équipe, on est monté à 6 personnes. En avril, j'ai eu une belle opportunité pour acheter 2 boîtes. Une petite agence qui était sur Angers et une plus grosse agence de dev. Donc là, je me suis vraiment pris un très gros coup de chaud pendant 2 mois où j'étais à Angers tout le temps. Le soir, je bossais, je rattrapais les projets des clients. Ça nous amène en juin. La boîte tourne, on est 8 personnes.
Et je me rends compte qu'il n'y a plus du tout d'argent dans les caisses. Je m'en rends compte, en fait, assez doucement. Mais le problème avec le manque de cash flow, pour toute boîte qui grandit, c'est quand tu t'en rends compte, c'est déjà trop tard, quoi. J'avais prévu de contracter des prêts pour l'acquisition de Yellowbricks. Mais comme j'avais pas mal de fonds propres encore, j'étais pas pressé. Et en fait, en un clin d'œil, en quelques semaines, je me suis rendu compte qu'on avait énormément de paiements en attente de clients. On était passé à 8 salariés et on avait en plus l'acquisition de la boîte en plus. Donc on part en séminaire à la mer. Ce qui est cool, c'est qu'on se fait des off-site tous les 2-3 mois. Donc c'est sympa de partager des moments où on va aller faire un paintball, on va aller courir ensemble. L'ambiance off-site, elle est folle. Il y a chacun, enfin on est tous là, c'est imbriqué, ça parle, ça rigole. L'équipe est trop contente, je les amène au paintball et tout. Et en fait, tous les soirs, je suis dans mon lit à me dire « Ok, je les ai même pas payés au mois d'août. Il me reste 10 000 balles. Comment je fais ?» Les journées se passent bien, ils se rendent pas compte que moi, je suis en PLS parce que les prêts sont signés mais ne sont pas débloqués. Je suis en PLS parce qu'il y a 15 000 balles de salaire à sortir, un peu plus de 15 000 balles de salaire à sortir. Et il me reste plus rien. Je crois que c'est la première fois que j'ai une crise de panique de ma life. C'est la première fois où j'ai eu un coup de chaud. Le seul moyen de sortir du stress, c'est l'action. Donc j'ai fait un plan. Je vais chercher l'argent des clients qui ne payent pas dans la journée. Donc j'ai appelé tous mes clients pour qu'ils me payent. Je suis allé voir le banquier dès la fin du séminaire pour aller terminer les papiers et recevoir le prêt. Et on s'en est sorti de justesse avec un petit peu de délai de salaire payé peut-être le 5 septembre au lieu du 27 août. Désolé à l'équipe. C'est jamais facile, il y aura sûrement des moments plus difficiles encore dont j'imagine même pas l'impact dans les prochaines fois, mais à chaque fois qu'il y a de ce genre de sujet, ce que je me dis c'est que je suis dans un jeu. Si je perds sur cette boîte-là, c'est pas grave, je devrais recommencer. La seule chose que j'aurais perdu, c'est peut-être un peu d'argent, mais j'aurais pas perdu de temps, j'aurais gagné de l'expérience. Mais c'était très dur en septembre-octobre, donc c'est pour ça que je dis que 2025 c'est l'humilité, c'est que l'humilité, c'est globalement plusieurs choses. Il ne faut pas partir du principe qu'on peut être bon du jour au lendemain dans un seul sujet si on ne le fait pas à fond. Je ne vois pas comment on peut vivre avec plus de cash-out que de cash-in chaque mois. Peut-être aussi, le dernier point, c'est on aurait dû rester concentré sur ce qu'on sait faire. Il faut savoir se faire confiance et avoir confiance en soi, et avoir confiance en sa boîte, c'est faire ce qu'on sait faire. Uniquement ce qu'on sait faire. Et ensuite, c'est être rationnel dans comment on la développe. Ce que j'ai prévu pour 2026, c'est une très bonne question. Déjà, j'ai rien prévu pour après les 3 premiers mois de 2026. Ça sert à rien de faire des plans sur la comète. Je sais pas ce qui m'attend à l'horizon 2026, mais si j'ai, on va dire, 4 axes que j'ai envie de mettre en place à court terme, je veux qu'on automatise encore à fond nos process, que je sois plus du tout sur la production, qu'on renforce les stratégies d'acquisition qui fonctionnent actuellement, qu'on redéfinisse notre positionnement. Et le dernier, qu'on reparte sur de l'innovation et de l'apprentissage. Il faut absolument qu'on apprenne et qu'on maîtrise les technologies de demain. Voilà. Donc là, c'est la petite pause déj. On va avec l'équipe s'aérer l'esprit parce que cet après-midi, il y a grosse réunion stratégique. L'idée, c'est de faire un petit run avec tout le monde, de manger et on est parti ensuite. Donc là, dans moins d'un mois, l'équipe participe à l'Eco-Trail. Mais je crois qu'il y en a qui commencent juste l'entraînement. Donc ils vont subir la douleur du trail. Allez mon roux. Ça va? Allez les gars, quand on veut, on peut. Et on veut pas. Bah c'est top hein. Non c'est top, hein, C'est des bonnes beau. sensations, je me suis arrêté parce que pour les autres c'est compliqué sinon de beaucoup. Je suis arrêté pour leur mental. Oh le flexeur. 182, 183, 184. Oh là là. Tout pour la caméra hein. Filme pas ça. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Ah oui. C'est compatible pour les Dry January aussi. C'est quoi l'objectif pour l'Eco-Trail? Alors l'objectif c'est 85 bornes, normalement on va les claquer tranquillement, on s'entraîne comme il faut donc il n'y a pas trop de problème. Je m'inquiète plus pour la team parce que je suis pas sûr de l'entraînement de chacun, mais on va voir ce que ça va donner.
Hello tout le monde, moi c'est Kylian Rouvray, angevin et aussi parisien de temps en temps. Je suis jeune, j'ai 23 ans, donc mon objectif c'est de faire un marathon d'ici l'année prochaine. Je profite de cette étape comme une vraie préparation. On a 500 mètres de dénivelé positif, ça va être corsé, hein. Donc voilà, il y a du boulot. Donc moi je cours en montée de genoux là. Et du coup, Ecotrail, bah écoute, plutôt bien. Fin d'année dernière, on avait fait prépa pour la Saint-Élion et on s'était envoyé une grosse prépa à plein hiver. Donc là, j'avais envie de faire une prépa un peu plus tranquille. Bah là, c'est parfait aujourd'hui. On est tous ensemble en cours, il fait beau. Donc hâte de la course le jour J et voilà, ça va être cool. Tu filmes quand on repart, comme ça on repart. L'idée là de ce point sur les objectifs de l'année 2026, faire un débrief sur l'année 2025. Moi j'ai classé 2 catégories. Le premier c'est les succès qu'il faut quand même souligner. On a réussi à se positionner sur LinkedIn, donc ça c'est plutôt positif. On a réussi à automatiser les process, ça c'est le plus gros succès de la fin de l'année. Et on a réussi à se positionner sur l'IA, donc globalement tout ça on peut dire que c'est positif. Vous le savez déjà, mais ce qui n'a pas marché, la liste est longue, mais je vais faire vite. À essayer de tout faire, on n'a rien fait de bien. Je pense que ça vient principalement de moi, il n'y a pas de responsabilité sur vous là-dessus, mais on a essayé de faire beaucoup d'outbound dans différents channels. On a essayé de faire de l'inbound sur du site web et ainsi de suite. On s'est un peu pris des murs. Et moi, ce que je constate, c'est que en plus d'avoir essayé de faire un peu de tout dans nos channels d'acquisition, on a essayé de faire un peu tout dans les projets. Je pense qu'il ne faut pas qu'on tombe dans le piège. On a le luxe, je pense, pour 2026, de pouvoir choisir les projets et de prendre uniquement des projets qui nous intéressent. Aujourd'hui, si on fait le point, on n'a qu'un peu moins d'une dizaine de nouveaux clients. Et tout le reste, c'est les clients actuels qui nous génèrent ce chiffre. Donc il faut absolument, à partir de l'année 2026, qu'on soit capable de signer des nouveaux clients. Si tu veux bien nous présenter, Gib, ce qu'on a fait là sur l'analyse de la pipe, et puis comme ça, après, on en discute. 2025, c'est quand même 102 deals. Il y a une très forte disparité en fait, selon la source d'acquisition des deals entre l'inbound et l'outbound. Donc 83% des deals, en fait, c'est vraiment de l'inbound. Donc 5 fois plus de deals, 30% de valeur moyenne. Objectivement, actuellement, l'outbound, c'est un levier qui est assez faible. En réalité, il y a aussi un truc important, c'est qu'on n'a pas eu de positionnement très pragmatique sur l'outbound. On a essayé de taper un peu partout. C'est aussi l'enjeu, c'est dès qu'on a trouvé un peu un positionnement, et c'est aussi le début de l'année qui va être charnière là-dessus, c'est qu'on puisse relancer l'outbound avec une stratégie claire, quoi. Du coup, j'ai essayé de développer des canaux d'acquisition dont j'avais déjà l'expérience précédente, mais aussi dont j'avais aucune expérience. Typiquement, l'outbound sales, j'ai fait très peu chez Action Desk. Et en parallèle, on a aussi fait de l'outbound sur du cold email, donc de la prospection email. On a fait de l'investissement sur le site web. Donc on a investi pour qu'on ait une acquisition via le SEO. Donc on a investi partout, à la fois sur l'inbound, marketing, site web, positionnement, GEO, SEO, à la fois sur l'outbound email, cold email. Et la réalité, c'est que tout ça a apporté très peu de ROI par rapport à nos canaux d'acquisition traditionnels que sont LinkedIn, Malte et le réseau. Donc voilà, on avait 3 canaux d'acquisition principaux. J'ai essayé d'en monter 5 en parallèle. Forcément, ça ne marche pas. Donc voilà, si je dois résumer un peu la phase de 2025, je pense qu'on a eu beaucoup de dispersion, beaucoup de surcharge opérationnelle liée au projet et pas du tout de scalabilité. Donc l'inverse de ce qu'on veut faire. Okay, pour 2026, ce que j'ai besoin qu'on fasse, au moins pour les 3 prochains mois, consolider les fondamentaux. On a un positionnement clair sur le site web, on a des meilleurs taux de conversion sur le site web en plus de notre trafic. On continue à avoir de la demande de LinkedIn. Okay, le SEO sans conversion, c'est fini, donc j'ai demandé à Falance qu'on arrête notre collaboration avec eux sur la partie SEO acquisition, mais qu'on mette les budgets qu'on avait prévus dans refonte du site web pour améliorer la conversion. Et renforcer notre contrôle sur les coûts et donc sur la marge. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait plus de projets où on perd de l'argent. Et je veux qu'à la fin de l'année, on soit fier de notre rentabilité au sens pur et pas essayer d'aller chercher de la croissance, ainsi de suite. Okay, ensuite, j'aimerais qu'on ait une structure qui ne dépend plus de moi. Je pense que ma valeur ajoutée, elle est aussi d'en faire grandir la société, faire d'autres choses que simplement gérer la prod ou des choses comme ça. Moi, je veux passer 70% de temps en moins sur tous les process type production, invoicing et ainsi de suite.
Le positionnement, c'est au moins avoir 20% de notre inbound avec notre beau positionnement. Et les inbound channels, c'est avoir 40 posts faits sur LinkedIn et avoir au moins 30 reviews, donc des avis sur notre page Google que je vais lancer, sur la page Malte et sur les pages de partenaires type La Fabrique du Net et tout, là on est sur des sites, ok? Et au niveau des posts LinkedIn, là tu as mis un objectif, c'était des 40 sur la globalité de la boîte. Mais sur 2025, ça a été quoi la rentabilité Des posts, ouais, c'est une bonne question, j'ai pas trop mesuré, mais globalement, je considère qu'on a eu 3-4 leads sur LinkedIn, 3-4 projets intéressants sur LinkedIn. Ça a au moins géré 10% du CA, ce qui est assez intéressant, surtout au vu de l'effort que ça coûte. Tu vois. C'est le seul canal, en plus du SEO et du website, mais sur lequel on capitalise en fait. Donc voilà, messieurs, est-ce qu'il y a des questions? Ou c'est good? Il n'y a plus qu'à. Hein. Dans le prochain épisode, on entre dans une nouvelle phase. On commence la refonte du site web et la stratégie qu'on vient d'évoquer commence enfin à se déployer concrètement. Et là, le but, ce serait d'aller récupérer avec un Phantom Buster leur 100 derniers posts. Ok. Et en parallèle, je vais devoir faire face à 2 départs de membres d'Hyperstack. C'est un très bon élément et je pense qu'il fit très bien avec l'équipe. Ce qui va nous amener à parler des profils qu'on recherche, de la culture qu'on construit au sein d'une entreprise. Alors je vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de l'aventure Hyperstack.